Bonjour à tous, mon nom est Charlotte Caudron, je suis agronome et aujourd'hui je vais vous présenter l'évolution du climat pour la région du Bas-Saint-Laurent. La première chose, avant d'aller dans les indicateurs agroclimatiques de la région, je voulais vous mentionner que l'ensemble des données que vous voyez ici proviennent d'Ouranos. Ouranos, c'est un consortium en climatologie régionale du Québec. Pour pouvoir vous présenter les projections pour le futur, ils utilisent des scénarios climatiques qui, aujourd'hui, sont considérés comme les plus crédibles, mais c'est un domaine qui évolue quand même rapidement, donc c'est possible qu'il y ait des évolutions dans les prochaines années. Ensuite de ça, la dernière chose, c'est que toutes les informations que je vais vous présenter sont à l'échelle de la région. Et puis pour chaque carte, chaque graphique, vous allez avoir deux périodes de temps différentes, à la fois la période historique, donc les 30 dernières années de 1991 à 2020, et la période future, donc les 30 années de 2041 à 2070, qu'on appelle aussi communément l'horizon 2050. Le premier indicateur que je vais vous présenter, c'est les températures moyennes annuelles pour la région du Bas-Saint-Laurent. Mais avant de vous présenter les données et son évolution, je voulais d'abord vous montrer un petit peu comment va fonctionner la présentation. Donc, juste ici à gauche, vous allez retrouver finalement la carte qui présente l'historique de l'indicateur, c'est-à-dire la moyenne de 1991 à 2020. Puis vous voyez que la carte est composée de plein de petits carrés qui sont des carrés de 10 km par 10 km. C'est la définition finalement de nos cartes. Puis vous voyez juste ici par exemple la ville de Rimouski. Sur la droite maintenant, vous voyez ici le futur, c'est-à-dire les projections pour 2041-2070 de la variable étudiée. Au milieu, vous avez maintenant la légende, qui est une légende commune aux deux cartes. Et juste en dessous ici, vous avez l'encadré qui vous présente les valeurs moyennes pour la région. Donc, si maintenant on s'intéresse à l'évolution de la température moyenne annuelle au Bas-Saint-Laurent, on voit dans l'encadré qu'on gagne finalement 2,3 degrés Celsius de température moyenne annuelle pour passer finalement de 3,3 degrés Celsius en moyenne au travers de l'année à 5,6 degrés Celsius dans toute la région. Puis vous voyez finalement, entre parenthèses, juste ici, qui est indiqué finalement l'incertitude qui est donc liée au modèle. C'est l'ensemble des valeurs finalement que les modèles ont permis de trouver. Donc, je vous ai présenté maintenant l'évolution de la température annuelle, mais si on regarde maintenant mois par mois, le portrait est un tout petit peu différent. Donc, vous voyez juste ici, la courbe noire, c'est la moyenne de la température moyenne mensuelle pour le Bas-Saint-Laurent pour les années 1991 à 2020. Et en rouge, vous avez la même chose, mais cette fois-ci pour les années 2041 à 2070. Puis ce qu'on voit finalement, il y a deux choses importantes à regarder dans ce graphique, c'est que la courbe rouge est toujours au-dessus de la courbe noire. C'est-à-dire qu'on a une augmentation des températures moyennes quels que soient les mois de l'année. Puis la deuxième chose, c'est que l'évolution n'est pas exactement pareille sur tous les mois. Quand on regarde ici, par exemple, les mois de printemps, début d'été, on voit que l'évolution, l'augmentation de la température est plus faible que ce qu'on voit par exemple pour les mois de décembre, janvier, février, donc les mois d'hiver. Cependant, vous retrouvez ici dans l'encadré la valeur pour l'année. Donc, en moyenne, on va quand même avoir une augmentation de température de 2,3 degrés au Bas-Saint-Laurent. Puis maintenant, si on regarde les précipitations, donc vous avez le même type de graphique, des précipitations totales mensuelles. On voit ici que l'évolution dépend vraiment des mois, contrairement aux températures. On a vraiment une augmentation des précipitations pour les mois d'hiver et de printemps. Mais si on regarde maintenant plus pour l'été et l'automne, on voit qu'on peut avoir aussi une certaine stabilité, voire même des précipitations plus faibles pour le mois de septembre, par exemple, dans le futur. Cependant, quand on regarde pour l'année au complet, on a une augmentation de la quantité de précipitations reçues de 63 mm pour passer finalement de 1050 mm en moyenne des années 1991 à 2020 pour l'ensemble de la région à 1113 mm de précipitations dans le futur. Avant de continuer de vous présenter les autres indicateurs agroclimatiques de la région, je voulais prendre un moment pour vous parler des événements extrêmes.
Pourquoi on parle des événements extrêmes? C'est parce que c'est des événements qui peuvent affecter fortement l'agriculture de manière générale, à la fois les cultures et les élevages. Cependant, tous les événements extrêmes ne peuvent pas être expliqués par les changements climatiques. En effet, certains, il n'y a pas de lien direct et leur évolution ne semble pas reliée au changement climatique. Il s'agit simplement de la variabilité naturelle du climat. Enfin, la dernière chose importante à mentionner, c'est que les connaissances au niveau des événements extrêmes évoluent rapidement et donc il se peut qu'on ait de nouvelles informations dans les prochaines années. Donc comme je vous le disais, malgré le fait que les connaissances évoluent encore sur ce sujet, nous sommes quand même certains qu'il devrait y avoir dans le futur moins de vagues de froid extrêmes. Également, il devrait y avoir plus de vagues de chaleur qui seront plus longues et plus chaudes. Ensuite de ça, nous sommes presque certains, donc c'est-à-dire avec un niveau de certitude un petit peu moins élevé, qu'il devrait y avoir plus d'événements de pluie extrêmes et plus intenses. Et ensuite de ça, on pense qu'il y aura plus de cellules orageuses localisées et intenses, notamment en été. Enfin, les phénomènes pour lesquels nous en savons moins, c'est par exemple le verglas, parce que c'est un phénomène qui est difficile à simuler et il n'y a pas encore suffisamment d'études pour avoir des tendances claires. Malgré ça, on a quand même une tendance qui semble se dégager, qui serait à la baisse pour le sud du Québec, donc moins de phénomènes de verglas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus du tout dans le futur. Ensuite de ça, au niveau des rafales de vent, malgré le fait qu'on a observé une certaine évolution des vents extrêmes dans les dernières années, pour le moment, il n'y a pas encore de signal clair au niveau des prévisions futures et il n'y a pas non plus de liens clairs qui ont été établis avec le changement climatique pour ces phénomènes. Enfin, pour la grêle, c'est un phénomène qui est encore à l'étude pour lequel nous n'avons pas encore de tendance claire. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu l'évolution du climat annuel, je vous propose de commencer avec l'évolution du climat en saison froide au bassin Laurent. La première chose à regarder au niveau de la saison hivernale, c'est l'évolution de la température minimale en hiver. Vous avez ici un graphique qui représente l'évolution de la température minimale pour le mois de janvier. Mais avant d'aller regarder un petit peu en détail les résultats, je vais vous montrer un petit peu comment ils fonctionnent, vu qu'on va en retrouver partout au travers de la présentation. Donc, vous avez juste ici, au niveau des abscisses, les années. Donc, on part finalement des années 70 aux années 2070. Et en ordonnée, vous avez finalement la valeur de l'indicateur qu'on regarde. Donc ici, la température minimale au mois de janvier pour le bassin Laurent. Puis ensuite de ça, vous avez ici plusieurs courbes. La première qui est ici en pointillé, qui correspond finalement aux observations qui ont été effectivement faites au bassin Laurent. Donc on voit qu'il y a une grande variabilité d'une année sur l'autre. Puis c'est normal, hein, chaque année, le climat est différent, la météo est différente d'une année sur l'autre. Puis ensuite de ça, vous avez les deux courbes juste ici. Il s'agit en fait des projections grâce aux scénarios climatiques qui ont été faites par Oranos. Le courbe bleue, c'est le RCP 4.5 qui est finalement le scénario qu'on appelle optimiste, qui voudrait qu'on serait capable au niveau mondial de réduire les émissions de GES dans un avenir plutôt court terme, alors que le scénario rouge ici, c'est le RCP 8.5 qui est le scénario plus pessimiste, qui voudrait qu'on réduise aussi les émissions de gaz à effet de serre, mais dans un avenir plus lointain. Enfin, vous avez ici la courbe, l'enveloppe verte, qui est en fait l'incertitude dont je vous parlais un petit peu plus tôt, qui est vraiment liée au modèle. Puis finalement, ça, c'est l'ensemble des valeurs que peuvent prendre les indicateurs qu'on vous présente. Donc, si on regarde maintenant un petit peu qu'est-ce qu'il en est pour le bassin Laurent pour les mois de décembre, janvier et février, eh bien, pour la température minimale, ce qu'on voit, c'est qu'elle va augmenter cette température minimale. Si on regarde par exemple le mois de janvier, on passe de moins 28,8 degrés Celsius en moyenne pour les 30 dernières années comme température minimale à moins 24,2 degrés Celsius pour notre horizon 2050. Puis je rappelle qu'il s'agit ici d'une moyenne sur 30 ans de chacune de ces valeurs. Et donc, ça veut dire qu'on a une augmentation de 4,6 degrés Celsius. Puis on voit que c'est une augmentation qui est assez similaire quel que soit le mois d'hiver. Donc finalement, ce qu'on voit ici, c'est qu'on va avoir moins de vagues de froid extrême pour le bassin Laurent dans le futur.
Cette augmentation de la température en hiver, elle va aussi se traduire et avoir des impacts un petit peu au niveau des cycles de gel-dégel. Donc, un cycle de gel-dégel, c'est une journée où on va avoir des températures positives et négatives dans la même journée. Donc, vraiment une variation autour de zéro. Puis, ce qu'on voit finalement dans le tableau ci-dessous, c'est qu'au niveau annuel, donc dans toute l'année, le nombre de cycles de gel-dégel dans le bassin Laurent va diminuer. On passe de 82 jours de cycle de gel-dégel à seulement 69, donc 13 cycles de moins. Alors que si on regarde pour l'hiver seulement, donc décembre, janvier, février, on va gagner 5 cycles de gel-dégel. Puis ça, finalement, ça s'explique parce que, on l'a vu tout à l'heure avec le graphique des températures mensuelles, finalement, l'augmentation des températures va se faire toute l'année et donc il va y avoir moins de variations autour de zéro en automne, moins de variations autour de zéro au printemps. Elles vont plus se concentrer en hiver. Si on regarde maintenant au niveau des précipitations hivernales, donc là, je vous présente ici le graphique des précipitations totales pour les mois de décembre, janvier, février, donc à la fois celles sous forme de pluie et sous forme de neige. Ce qu'on voit finalement, c'est qu'on a une augmentation de ces précipitations hivernales. On passe finalement de 234 mm pour les années 1991 à 2020 à 258 mm pour notre horizon 2050 pour le futur. Donc on gagne 24 mm sur ces 3 mois. Mais la question qu'on peut se poser, c'est finalement ces précipitations totales, sous quelle forme est-ce qu'elles vont tomber dans le futur? Puis c'est ce qu'on a essayé de vous représenter avec ce tableau juste ici. Donc finalement, vous avez les précipitations des mois d'octobre à avril pour la période 91-2020 et pour la période 2041-2070. Et vous avez pour chacune des périodes détaillé si c'est de la pluie, de la neige. On a également calculé le pourcentage de précipitations qui tombaient sous forme de pluie. Et la même chose pour l'horizon futur. Puis moi, je voudrais attirer votre attention sur les totaux intermédiaires qu'on voit juste ici. Donc la première chose, c'est que si on regarde la pluie, on passe de, en moyenne, 256 mm pour les mois d'octobre à avril au Bas-Saint-Laurent en 1991-2020 à 328 mm de pluie. À l'inverse, pour la neige, on passe de 307 mm de neige à 285 mm de neige. Donc si on regarde maintenant le ratio, on passe d'un ratio de 44%, c'est-à-dire quand même moins de la moitié des précipitations sous forme de pluie, à plus de la moitié pour notre horizon 2050, le futur. Puis si on regarde maintenant un mois, par exemple, spécifique, on peut aller regarder par exemple le mois de décembre. Si on regarde le mois de décembre, on voit que dans le passé, en moyenne, dans les 30 dernières années, on avait 17% des précipitations qui étaient sous forme de pluie, sous forme liquide. Puis si on regarde dans le futur, on arrive à pratiquement 30%, c'est-à-dire presque un tiers des précipitations qui seront sous forme de pluie au mois de décembre dans le bassin Laurent. Donc, on a vraiment une modification du régime de précipitation en hiver liée à l'augmentation des températures. On comprend donc bien que, en plus d'avoir plus de pluie, il va évidemment y avoir moins de neige. La première chose, c'est au niveau de la durée de la période d'enneigement qu'on voit juste ici sur les deux cartes que vous avez sous les yeux. Puis, cette période d'enneigement, c'est vraiment la période où on a un minimum de 3 cm ou 1 pouce de neige au sol. Puis, si on regarde pour le bassin Laurent, en moyenne, on trouve qu'on passe de 163 jours à une moyenne de 122 jours avec un minimum d'1 pouce de neige au sol. Donc on perd plus d'un mois de période d'enneigement dans le futur. Puis vous voyez que les pas de temps ici pour le passé sont un petit peu différents, simplement parce que les modèles pour la neige sont des modèles qui ont un pas de temps un petit peu différent. Si on regarde maintenant l'épaisseur de neige qui va effectivement tomber, c'est ce que vous avez sous les yeux avec ces deux cartes-là. Donc, c'est l'épaisseur maximale du couvert de neige. Puis, vous voyez que c'est en millimètres parce que finalement, on regarde le contenu en eau de la neige au moment où l'épaisseur est maximale. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez votre banc de neige le plus haut possible, on va aller faire fondre cette neige-là pour pouvoir avoir une quantité en eau qu'on va exprimer en millimètres. Mais dans ce cas-là, on peut dire que 1 mm de neige présenté ici est l'équivalent d'environ 1 cm de neige
avant compaction, avant tassement, avant maturation. Donc finalement, pour le bassin Laurent, si on regarde un petit peu les résultats, on voit qu'on passerait de 232 mm, donc plus de 2 mètres de neige, à 145 mm de neige, ce qui veut dire finalement à peu près 1,50 m de neige pour le bassin Laurent, donc avec une diminution de 87 mm, donc 87 cm de neige en moins sur une période plus courte, on l'a vu. Donc finalement, on va vraiment avoir une grosse diminution du couvert de neige au bassin Laurent dans le futur avec les changements climatiques. Donc cette augmentation des températures, cette diminution du couvert de neige va pouvoir avoir plusieurs conséquences, notamment au niveau des plantes. Puis c'est le dernier terme que je voudrais regarder avec vous, c'est justement l'endurcissement des plantes fourragères. Donc l'endurcissement, c'est en fait un processus au cours duquel la plante va relocaliser ses réserves dans les racines pour pouvoir passer l'hiver et résister au froid. Pour pouvoir faire cet endurcissement, il faut qu'il y ait des températures fraîches, notamment à l'automne, et c'est donc ça qu'on appelle le potentiel d'endurcissement, puis qu'on mesure en degrés froids que vous avez représenté ici. Donc, au bassin Laurent, ce qu'on voit, c'est que en moyenne, dans les 30 dernières années, on avait 119 degrés froids, ce qui est largement suffisant pour endurcir des plantes, étant donné qu'on considère qu'à partir de 100 degrés, une plante est correctement endurcie. Et finalement, ce qu'on voit sur le graphique ici, c'est que ça ne devrait pas changer, peut-être une légère augmentation, mais si on regarde au niveau de l'incertitude, on voit que ça devrait rester assez similaire. Donc finalement, pas de problème à ce niveau-là avec justement les changements climatiques, l'évolution des températures pour le bassin Laurent. Si on regarde maintenant la perte d'endurcissement, donc la perte d'endurcissement, c'est vraiment durant l'hiver, si justement il y a des températures chaudes, et bien ça peut faire que la plante va se réveiller et va perdre finalement l'endurcissement qu'elle a acquis durant l'automne, ce qui peut finalement impacter sa survie. Puis c'est ce qu'on calcule, ces journées finalement chaudes, c'est ce qu'on calcule avec les degrés jours base zéro que vous avez représentés ici. Puis de la même manière, on voit qu'il y a une augmentation qui est finalement très faible pour le bassin Laurent. On passe de 14 degrés jour à 15 degrés jour. Mais ce qui est quand même intéressant à regarder, c'est la variabilité de cette perte d'endurcissement d'une année sur l'autre. Vous voyez ici que la courbe en pointillé évolue énormément d'une année sur l'autre. On passe finalement d'années avec beaucoup de températures froides qui vont finalement limiter, diminuer l'endurcissement des plantes et certaines années où on a très très peu de températures chaudes durant l'hiver. Puis ça, finalement, ça va continuer de se produire. On le voit, l'enveloppe verte reste importante. Donc, cette variabilité devrait continuer dans le futur. Donc voilà, on vient de voir ensemble tous les indicateurs concernant la saison froide pour le bassin Laurent. Mais avant de passer à la saison de croissance, je vais simplement vous faire un petit rappel de l'évolution du climat pour la saison froide au bassin Laurent. Donc, on a vu une augmentation des températures en hiver, particulièrement au niveau des températures extrêmes. Donc, ça veut dire qu'on aura vraiment moins de vagues de froid extrême. Ensuite de ça, on a vu que ça allait avoir aussi une conséquence sur les cycles de gel-dégel qui allaient se concentrer durant l'hiver. Il y en aura moins à l'automne et au printemps. Ensuite de ça, on a vu une augmentation des précipitations totales durant l'hiver, mais une modification de ces précipitations. Donc, on va en avoir de plus en plus sous forme de pluie et de moins en moins sous forme de neige. Donc, tant au niveau de l'épaisseur de neige qu'au niveau de la durée d'enneigement, on a vu une diminution de ces deux indicateurs. Puis enfin, la dernière chose qu'on a vue, c'est au niveau de l'endurcissement, tant au niveau du potentiel que de la perte d'endurcissement. On a vu que pour le bassin Laurent, ces indicateurs-là allaient rester relativement stables. Donc c'est quand même une bonne nouvelle pour la survie à l'hiver des plantes au bassin Laurent. Enfin, maintenant, on va pouvoir passer aux indicateurs de la saison de croissance pour le bassin Laurent. Donc évidemment, la première chose à regarder pour cette saison de croissance, c'est sa date de début. Donc finalement, on considère que la croissance démarre lorsqu'on a 5 jours consécutifs avec une température moyenne supérieure à 5,5 degrés Celsius. Pour le bassin Laurent, en moyenne, dans les 30 dernières années, cette date arrivait le 3 mai.
Et ce qu'on voit, c'est que pour le futur, notre horizon 2050, on devrait se trouver autour du 22 avril. Donc finalement, le début de la saison de croissance serait devancé de 11 jours dans le futur. Si on regarde maintenant au niveau du dernier gel printanier, donc ce qu'on voit, c'est que de la même manière que le début de la saison de croissance, il va être devancé de 13 jours cette fois-ci. Donc on passe du 5 mai en moyenne pour le bassin Laurent au 22 avril également. Pour les plus attentifs d'entre vous, vous avez remarqué que la différence entre l'évolution finalement entre le début de la saison de croissance et la date de l'énergèle est un petit peu différente. Puis c'est ce qu'on a essayé de représenter dans ce graphique-là. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on gagne finalement 11 jours pour le début de la saison de croissance, donc c'est devancé de 11 jours, alors que le dernier gel est devancé de 13 jours. Donc finalement, la période sans gel va être allongée plus que la période avec une température supérieure à 5,5 degrés, ce qui veut dire finalement qu'on va avoir potentiellement moins de gel tardif en moyenne au printemps, mais encore une fois, avec la variabilité annuelle du climat, c'est possible qu'on conserve quand même des gels tardifs certaines années. Puis si on regarde ici pour l'automne, ce qu'on voit, c'est la même tendance. La date du premier gel va être plus retardée que la date de fin de la saison de croissance. Donc, de la même manière, on va vraiment avoir un allongement de la saison sans gel, la saison de croissance, qui finalement vont être un petit peu décalées différemment l'une de l'autre. Donc là, je voulais simplement vous mettre à la valeur de justement cet allongement de la saison de croissance. On le voit ici, on gagne finalement 20 jours au total sur l'année. Puis ces 20 jours sont quand même assez bien répartis sur le printemps et sur l'automne au Bas-Saint-Laurent. Donc, on voit que la saison de croissance augmente, mais la question maintenant est, est-ce qu'on va pouvoir profiter de cette opportunité et finalement aller semer plus tôt? Puis, une des pistes de réponse, c'est au niveau des précipitations printanières. Donc là, on regarde ici les précipitations pour les mois de mars, avril et mai. Puis, quand on regarde ces 3 mois, on voit qu'on a une augmentation des précipitations de 24 mm. Donc, on passe de 237 mm en moyenne pour le Bas-Saint-Laurent pour la période 91-2020 à 261 mm de 2041 à 2070 en moyenne. Donc finalement, on a une augmentation de 24 mm. Donc ça pourrait nous dire finalement que ce ne serait pas possible d'aller semer. Mais si on regarde, si on se souvient le graphique que je vous ai présenté des précipitations mensuelles, on voit que l'augmentation, ces 24 mm, sont assez bien répartis entre ces 3 mois et donc il ne devrait pas y avoir de gros coups d'eau au moment des semis, à part encore une fois certaines années. On le voit ici, la variabilité interannuelle est extrêmement importante, donc il y aura quand même des années avec des printemps pluvieux et d'autres années avec des printemps très secs qui vont vraiment permettre d'aller chercher cet allongement de la saison de croissance. Donc, en plus d'avoir un allongement de la saison de croissance permis par l'augmentation des températures, on voit aussi que ici, on a une hausse des unités thermiques maïs, donc des UTM. Ce que vous avez représenté ici, c'est vraiment les UTM maximum potentiel, donc vraiment de la première journée où vous allez planter votre maïs jusqu'à la dernière journée. Donc, évidemment, c'est pas toujours réaliste de se baser là-dessus. Donc finalement, sur la région au complet du Bas-Saint-Laurent, on voit qu'on a une augmentation d'environ 620 UTM pour la période 2041-2070, où on passerait à environ 2783 UTM en moyenne pour la région. De la même manière, au niveau des degrés jours, on a une nette augmentation des degrés jours base 5. Donc ces degrés jours-là, c'est vraiment, on fait la somme de toutes les températures au-dessus de 5 degrés. Puis c'est une somme qui est faite sur toute l'année. Puis quand on regarde ça, on voit vraiment qu'on a une augmentation de la même manière que l'UTM. On gagne environ 400 degrés jour pour passer de 1447 degrés jour pour la période 91-2020 à 1844 degrés jour pour la période 2041 à 2070. Donc évidemment, la hausse des températures, de manière générale, vient aussi avec certains inconvénients. C'est le cas ici avec justement les chaleurs
extrêmes. Donc ici, vous avez représenté le nombre de jours avec une température maximale supérieure à 30 degrés Celsius. Puis vous voyez finalement qu'on passe d'en moyenne 2 journées avec une température maximale supérieure à 30 degrés à 9 journées pour le bassin Laurent en 2041-2070. Donc finalement, une augmentation de ces vagues de chaleur extrêmes. Puis évidemment, si la température de jour augmente, la température de nuit augmente également. C'est ce qu'on voit sur ce graphique ici, avec les températures de nuit supérieures à 20 degrés. On passe finalement de 0 jour avec une température supérieure à 20 degrés en moyenne dans les 30 dernières années, même si vous voyez sur le graphique qu'il y a certaines années où on avait quand même des journées chaudes, même la nuit. Mais en moyenne, on était à 0 jour et dans le futur, on va passer à 3 jours finalement avec des températures de nuit supérieures à 20 degrés. Donc ça finalement on les regarde parce que si la journée il fait chaud mais que la nuit ça se rafraîchit, eh bien c'est beaucoup plus supportable pour les animaux, pour les cultures, alors que finalement si la température de nuit reste élevée, eh bien c'est beaucoup plus difficile à supporter. Donc c'est pour ça finalement qu'on regarde ces indicateurs. Si on regarde maintenant un petit peu le résultat de ces indicateurs sur les chaleurs extrêmes, c'est le nombre de canicules sur l'année. Puis finalement, une canicule, c'est une période de 3 jours consécutifs, d'au moins 3 jours consécutifs, où la température maximale est supérieure à 30 degrés Celsius. Puis ce qu'on voit sur le graphique ici, c'est que encore une fois, on avait en moyenne 0 période de canicule sur les 30 dernières années, mais encore une fois, vous voyez ici qu'il y a certaines années où on avait une période de canicule. Puis ce qu'on voit dans le futur, c'est que finalement, ça va augmenter à une moyenne d'une période. Donc encore une fois, ça veut dire que certaines années, il n'y en aura toujours pas, mais d'autres années, il pourrait y en avoir plus encore. Donc, vous l'avez bien compris, les températures augmentent, elles augmentent particulièrement en été. Puis c'est ce que je voulais attirer votre attention là-dessus sur le graphique que je vous ai présenté plus tôt. Donc, on a 2,2 degrés de plus en été pour donc, les 3 mois d'été au Bas-Saint-Laurent pour la période 2041-2070. Donc ça veut dire finalement plus de besoins pour les plantes, plus d'évapotranspiration des plantes. Mais quand on regarde maintenant au niveau des précipitations, on voit que pour ces 3 mêmes mois, l'évolution est beaucoup moins importante. On a seulement 7 mm de plus en été répartis sur ces 3 mois. Donc finalement, ça va vraiment avoir un impact sur les besoins en eau des plantes qui pourraient ne pas être comblés par les précipitations. Puis c'est ce qu'on voit ici avec l'évolution du bilan hydrique. En vert, vous avez la moyenne mensuelle du bilan hydrique pour 1991-2020 et en orange pour 2041-2070. Un petit rappel, le bilan hydrique, ici, c'est vraiment les précipitations moins l'évapotranspiration potentielle des plantes. Puis on prend la référence d'une prairie rase. Puis ce que vous voyez ici, c'est que finalement, le déficit hydrique va s'aggraver d'un mois sur l'autre, mois par mois. On a vraiment une aggravation dans le futur du déficit hydrique lié aux facteurs que je viens de vous présenter. Puis si on cumule finalement le bilan hydrique mois par mois, ça nous donne finalement un déficit hydrique à la fin de l'été de moins 77 mm pour la période 1991-2020 en moyenne pour le bassin Laurent, alors qu'on passerait à moins 100 mm, 103 mm pour la période 2041-2070. Donc finalement, on a vraiment une aggravation du déficit hydrique. Puis, petite précision pour ce graphique-là, il ne tient pas compte des réserves en eau du sol. Donc évidemment, il y a quand même d'autres sources d'eau que la plante pourrait aller chercher selon la texture des sols, etc. Donc en plus d'avoir finalement peu de précipitations supplémentaires en été, on va aussi avoir une modification de la répartition de ces précipitations. C'est ce qu'on voit ici avec les périodes sans pluie, les périodes de sécheresse finalement. Pour nous, une période sans pluie, c'est une période où on a des précipitations cumulées inférieures à 3 mm, c'est-à-dire finalement inférieures à la rosée. Puis, ce qu'on regarde dans le tableau ici, c'est vraiment les périodes sans pluie de plus de 5 jours. Donc, il y a vraiment des périodes de sécheresse de plus de 5 jours. Puis, on voit qu'elles augmentent ce nombre de périodes-là. Leur fréquence augmente d'une période dans le futur. Mais surtout, c'est leur durée qui va augmenter de 11 jours. Donc, finalement, ce que ça veut dire ça, c'est qu'il va y avoir
dans l'été plus de périodes de sécheresse et que ces périodes de sécheresse seront plus longues de manière générale durant l'été. Donc finalement, on a vraiment une répartition des précipitations qui va être différente en été. Pour finir la boucle, et on revient finalement à l'automne, donc au moment des récoltes, puis on se pose la même question qu'au printemps, c'est à savoir est-ce qu'on va être capable d'aller récolter plus tard vu que la saison de croissance s'allonge. Donc pour ça, on a regardé un petit peu les précipitations automnales, donc pour les mois de septembre, octobre, novembre, puis ce que vous voyez ici, c'est que finalement, il y a ça reste assez constant, une potentielle augmentation de 5 mm, mais quand on regarde l'incertitude, on voit que ça reste quand même assez constant, mais évidemment, la variabilité annuelle reste présente, donc il va quand même y avoir des années avec des automnes pluvieux et d'autres années avec des automnes assez secs, mais il devrait y avoir quand même des conditions de manière générale favorables à justement profiter de l'allongement de la saison de croissance. Puis justement, je parle de cet allongement et je voulais simplement vous rappeler un petit peu les valeurs du premier gel automnal. Donc vous voyez qu'en moyenne, pour le bassin Laurent, on était autour du 7 octobre pour le premier gel pour la période 91-2020. Mais si on regarde finalement la période future, on serait autour du 18 octobre. Donc finalement, le premier gel serait retardé de 11 jours dans le futur. De la même manière, la fin de la saison de croissance va être retardée de environ 10 jours. Donc, on passe du 1er novembre en moyenne pour les 30 dernières années au 11 novembre pour notre horizon 2050. Donc, on arrive maintenant à la fin de cette présentation. Donc, tout d'abord, je vous remercie pour votre attention. Puis, je voulais en profiter pour faire un petit résumé de ce qu'on vient de voir pour la saison de croissance. Donc finalement, on a vu une hausse des températures qui va permettre à la fois un allongement de la saison de croissance, un allongement de la saison sans gel, mais également plus d'UTM et plus de degrés jour pour la région. Cependant, attention parce que cette hausse de température vient aussi avec une hausse des températures chaudes extrêmes, donc des vagues de chaleur qui seront plus fréquentes dans la région. Ensuite de ça, on a vu au niveau des précipitations qu'il n'y allait pas avoir de hausse de précipitations ni à l'été ni à l'automne, donc ce qui peut finalement entraîner un stress hydrique pour les plantes. Puis on a vu également que le régime de précipitation va être un petit peu modifié, vu qu'on va avoir finalement plus de précipitations, plus de sécheresse, pardon, et finalement les précipitations qui seront plus sous forme d'orages localisés. Donc encore une fois, merci pour votre attention. J'espère que vous aurez appris avec cette présentation, puis je vous souhaite une bonne journée.